Quelle que soit votre activité actuelle, arrêtez-vous. Posez le téléphone, fermez cet autre onglet. Car ce que je m'apprête à vous expliquer échappe à presque tous les grands médias. Le plus grand événement sportif de l'histoire américaine est déjà en cours. 56 milliards de dollars d'activité économique prévue, 48 nations, des milliards d'yeux braqués sur les États-Unis. Et, derrière les stades, derrière les drapeaux qui flottent, derrière le battage médiatique de la cérémonie d'ouverture, se fissure en temps réel une faille géopolitique. Nous parlons de câbles diplomatiques, de détention dans les aéroports, d'obligations légales déjà potentiellement violées et de conséquences qui dépassent largement le football. Ce n'est pas une histoire de sport, c'est une histoire de pouvoir, et cela commence dès maintenant. Passons aux faits. Je tiens à être précis, car la précision compte. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 a été attribuée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la plus grande Coupe du Monde jamais organisée. 48 nations, 16 villes hôtes, un chiffre prévisionnel de 5 milliards de dollars de recettes touristiques pour l'économie américaine seulement. Quand on accepte d'accueillir ce tournoi, on ne se contente pas de réserver des stades. On signe un accord officiel d'accueil avec la FIFA, un cadre contractuel contraignant qui impose des obligations légales spécifiques. L'une de ces obligations consiste à garantir que chaque nation participante puisse concourir dans des conditions raisonnables. Cet accord est aujourd'hui mis à l'épreuve de façon très publique et très inconfortable. Voici ce qui a été rapporté. Je veux être clair sur ce qui est confirmé et ce qui reste contesté, car ces deux notions ne sont pas synonymes. Les confondre, c'est exactement la façon dont les mauvaises analyses naissent. Premièrement, l'Iran. Les 3 matchs de phase de groupe de l'Iran sont programmés aux États-Unis, à Los Angeles et à Seattle. Cela s'est confirmé. Il est également confirmé que l'équipe iranienne ne réside pas aux États-Unis. Elle s'est basée au Mexique. Leur base d'entraînement, prévue à Tucson, en Arizona, n'a jamais été utilisée. L'ambassadeur d'Iran au Mexique a déclaré publiquement, et je cite mot pour mot, « Nous pouvons entrer le matin et nous devons repartir le même jour ». C'est la condition dans laquelle l'équipe nationale iranienne entre dans ce tournoi. Des allers-retours le jour même pour des athlètes professionnels qui se préparent aux matchs les plus importants de leur carrière. La Fédération iranienne de football a fait d'autres affirmations, que je qualifierais d'allégations, car elles n'ont pas été vérifiées de façon indépendante dans leur intégralité. La Fédération soutient qu'un nombre important de membres du personnel technique, de conseillers et d'administrateurs se sont vus refuser un visa d'entrée aux États-Unis. Nous parlons des personnes qui assurent la logistique d'une équipe nationale, les coordinateurs, le personnel médical, les analystes, les spécialistes vidéo, ceux que l'on ne voit jamais sur le terrain, mais sans qui aucune équipe professionnelle à ce niveau ne pourrait fonctionner. Des médias iraniens ont nommé des individus précis parmi les refusés, dont le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj. Le gouvernement américain n'a ni confirmé ni démenti publiquement les chiffres avancés. Ce que nous possédons, c'est une déclaration officielle de l'ambassade d'Iran en Turquie, en réponse aux propos de l'ambassadeur Tom Barerik, ambassadeur des États-Unis en Turquie, qui avait publiquement félicité le traitement des visas pour les joueurs iraniens. L'ambassade iranienne a rétorqué, et je cite à nouveau, que les États-Unis ne peuvent pas blanchir une conduite qui enfreint les règlements de la FIFA en se louant tout en refusant l'accès à du personnel essentiel de l'équipe. Il s'agit d'une accusation diplomatique, formelle, publique et consignée dans les archives. Pour mettre cela en perspective, la situation ne s'est pas créée du jour au lendemain. Fin novembre 2025, l'Iran a boycotté le tirage de la Coupe du Monde 2026 au Kennedy Center de Washington, car les États-Unis avaient refusé les visas aux membres clés de leur délégation pour cet événement. La Fédération iranienne de football a qualifié cet obstacle de « au-delà des considérations sportives ». Ce moment, peu couvert par les médias grand public américains, était le premier signal indiquant que ce tournoi porterait un poids diplomatique plus lourd que la plupart des éditions précédentes. La tension s'est construite pendant plusieurs mois. Ce que nous observons maintenant n'est pas une explosion, mais une culmination. Le secrétaire d'État Marco Rubio a abordé la question directement lors d'une audition du sous-comité des affectations de la Chambre des représentants, affirmant que les États-Unis n'avaient aucun problème avec les athlètes ou leur personnel de soutien essentiel, mais que l'administration ne laisserait pas entrer des individus liés au corps des gardiens de la révolution islamique sous le couvert de la délégation footballistique. Voilà la position officielle. Le différend ne porte donc pas sur la participation des joueurs, mais sur la définition de qui est considéré comme personnel essentiel versus qui est perçu comme un risque sécuritaire.
Cette distinction, selon la façon dont elle est tracée, peut effectivement paralyser la capacité d'une équipe à fonctionner. Deuxièmement, l'Irak. L'Irak revient à la Coupe du Monde pour la première fois depuis environ 40 ans. C'est un moment historique pour le football irakien, une nation qui n'avait plus été sur cette scène depuis 1986. La manière dont leur arrivée aux États-Unis a été rapportée, si elle est exacte, est profondément troublante. Selon une déclaration d'un responsable du comité olympique irakien, l'attaquant irakien Ayman Hussein a été retenu à l'aéroport Chicago O'Hare pendant près de 7 heures à son arrivée avec l'équipe. Il a finalement été autorisé à entrer. Le photographe officiel de l'équipe, Talal Salah, aurait été retenu plus de 10 heures, soumis à des contrôles téléphoniques similaires et finalement refoulé. Je tiens à être précis, l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, et le Department of Homeland Security, DHS, n'ont pas confirmé ces récits d'eau spécifiques. Nous nous appuyons sur les déclarations d'une seule partie. Mais il faut souligner que ces sources ne sont pas anonymes. Ce sont des responsables nommés, des athlètes nommés, des photographes nommés. Les questions qu'ils soulèvent méritent des réponses qui n'ont pas encore été données. Parce qu'en additionnant l'Iran et l'Irak, on ne regarde plus un incident isolé. On observe un schéma. Et en géopolitique, les schémas ne sont jamais accidentels. C'est ici que l'histoire ne s'arrête plus à une simple question d'immigration. Si vous avez suivi le fil et pensé « c'est tendu, mais c'est surtout un différend de visa entre gouvernements aux relations difficiles », il faut suspendre cette pensée. Il faut prendre du recul, car il existe une troisième dimension à ce récit que presque personne ne relie, et qui change complètement la perspective. Alors que tout cela se déroulait dans les aéroports et les ambassades, le département d'État américain envoyait simultanément des câbles diplomatiques aux nations européennes. Pas à propos du football, pas à propos des visas, mais à propos d'Ebola. Un câble du département d'État ordonnait aux diplomates américains d'avertir les pays européens des conséquences possibles s'ils ne mettaient pas en place des mesures de dépistage sanitaire avant la Coupe du Monde. Je veux être un analyste responsable. Séparons donc deux points très clairement. Premièrement, il est tout à fait légitime pour un pays hôte de coordonner un dépistage sanitaire mondial en vue d'un événement qui rassemblera des millions de voyageurs internationaux dans les mêmes villes sur une période de 4 semaines. Ce n'est pas controversé. C'est une gouvernance de base. Deuxièmement, et c'est là que cela se complique, la formulation de ce câble ne ressemble pas à une coordination, mais à un avertissement. L'expression « conséquences possibles » adressée à des alliés n'est pas du langage de partenariat. C'est du langage de levier. La question qui mérite d'être posée ouvertement, sans réponse préconçue, est la suivante. Si une nation réduit simultanément son propre dispositif de santé publique internationale et exige ensuite que ses partenaires comblent ce vide sous la menace d'une action unilatérale, quelle est la nature exacte de cette exigence ? Ce n'est pas une question politique, mais une question de gouvernance, et il n'existe pas de réponse simple. Ce qui rend cette escalade importante, c'est la convergence de 3 points de pression simultanés. Restriction de visas touchant des équipes du Moyen-Orient, détention aéroportuaire générant des plaintes officielles et câbles diplomatiques contenant des menaces implicites à l'encontre d'alliés européens. 3 points de pression. La même semaine, le même événement. Je ne prétends pas que ces 3 éléments soient délibérément liés. Ce que je dis, c'est que lorsqu'on accueille l'événement sportif le plus suivi au monde et que 3 catégories distinctes de friction internationale apparaissent dans la même fenêtre de 72 heures, la charge de l'explication incombe à l'hôte. Et jusqu'à présent, aucune explication n'a été fournie. Ce qui me manque dans la couverture médiatique, c'est l'architecture juridique sous-jacent. Ce que la FIFA a accepté et ce que les États-Unis ont signé est capital. Tous les médias traitent ce sujet comme un différend politique, un récit de politique étrangère, un affrontement Trump contre l'Iran. En le résumant ainsi, en le réduisant au cadre familier Amérique contre ses adversaires, ils passent à côté du problème structurel sous-jacent. Ce problème survivra à la compétition, et il sera pertinent en 2030, en 2034, et chaque fois qu'un grand événement international atterrira sur le sol américain. Développons cela méthodiquement. Lorsque les États-Unis ont présenté leur candidature et ont été attribués la Coupe du Monde 2026, ils ont conclu un accord d'accueil avec la FIFA. Ce n'est pas une poignée de main, c'est un cadre contractuel contraignant. Des avocats de la FIFA, de l'US Soccer et des 16 villes hôtes américaines ont passé des années à négocier la formulation précise de cet accord. Au cœur de ce cadre se trouvent des obligations explicites concernant les droits d'entrée et de participation de tout le personnel accrédité d'une équipe.
pas seulement les 26 joueurs inscrits, mais aussi les entraîneurs, le personnel médical, les directeurs techniques, les fonctionnaires administratifs, les médias accrédités. Le cabinet d'avocats Felicello Law, qui a examiné la structure d'accueil de la FIFA, a indiqué publiquement que les accords entre la FIFA et les villes hôtes américaines sont des contrats privés contraignants, ce qui signifie, en particulier, que le président ne possède pas l'autorité légale unilatérale d'annuler ou de modifier fondamentalement ces accords. La FIFA a déjà utilisé ces mécanismes de règlement des différends. Pas de façon médiatisée, mais les mécanismes existent. Et le précédent d'appel à ces mécanismes, bien que rare, est réel. Voici pourquoi cela compte maintenant. Si les allégations de la Fédération iranienne de football sont vérifiées de façon indépendante, et je souligne le mot « vérifié » car nous n'y sommes pas encore, nous ne sommes pas face à une controverse politique, mais à une potentielle violation contractuelle de la part du pays hôte. Ce sont des catégories de problèmes fondamentalement différentes. Une controverse politique génère des gros titres pendant 72 heures. Une violation contractuelle entraîne des procédures de règlement formelles, des pénalités financières et surtout crée un précédent. Les précédents en gouvernance sportive internationale ne disparaissent pas. Remontons à l'histoire pour mieux comprendre. Pensez à l'Allemagne en 2006, la Coupe du Monde qui a redonné à l'Allemagne sa place sur la scène mondiale, non pas par la force militaire ou économique, mais par l'hospitalité. Le gouvernement allemand a coordonné activement chaque accréditation et chaque problème d'entrée avec la FIFA. Quand des problèmes surgissaient, et ils surgissent toujours à cette échelle, ils étaient résolus discrètement, rapidement, avec pour priorité claire, protéger l'intégrité du tournoi. Voilà le socle. Voilà ce à quoi doit ressembler un pays hôte quand il comprend réellement ce que signifie accueillir. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est un test de résistance de ce socle. Et voici une dimension qui va encore plus loin. Le sport, et je le dis non pas de façon romantique, mais d'analyste, reste l'un des derniers espaces institutionnels où des nations qui ne peuvent plus dialoguer diplomatiquement partagent le même terrain. Les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde. Ce ne sont pas seulement des produits de divertissement, ce sont des infrastructures fonctionnelles pour un type de contact international qui n'existe nulle part ailleurs. Quand l'Iran et les États-Unis ne peuvent pas négocier directement, quand les canaux diplomatiques sont gelés, quand les sanctions et les conflits par procuration rendent la communication étatique quasi impossible, le terrain de football devient littéralement l'un des rares lieux où des athlètes iraniens et des spectateurs américains se rencontrent physiquement. Compromettre cet espace n'est pas anodin. Abordons maintenant la dimension économique, largement sous-rapportée. La Coupe du Monde 2026 devait générer environ 5 milliards de dollars de recettes touristiques directes pour les États-Unis. Ce chiffre repose sur une hypothèse, que les supporters de chaque nation participante pourront voyager et assister au match, en introduisant une incertitude significative quant à l'entrée des supporters du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. On ne crée pas seulement un problème diplomatique, on crée une friction dans un moteur économique que les villes hôtes, Los Angeles, Seattle, Dallas, New York, ont préparé pendant des années, investissant des centaines de millions de dollars. Imaginez ce que représente ce chiffre en termes concrets, car l'abstraction du milliard n'inspire pas les gens. Le supporter international moyen dépense entre 4 000 et 7 000 dollars lors d'un séjour à la Coupe du Monde. Hébergement, vol, transport terrestre, repas, marchandises, expériences locales. Cet argent ne va pas à Washington. Il va à un femme de ménage d'un hôtel à Los Angeles, à un restaurateur de Seattle, à un chauffeur de VTC à Dallas, à de petites entreprises gonxoirées qui se préparent depuis 3 ans. Un fan du Maroc qui a acheté son billet 18 mois à l'avance, une famille égyptienne qui a planifié ce voyage comme une expérience unique, un supporter algérien qui a économisé 2 ans. Ce ne sont pas des abstractions, ce sont les unités granulaires de la projection de 5 milliards de dollars. Et l'incertitude, même la perception de l'incertitude, modifie le comportement. Les gens ne voyagent pas vers la confusion, ils voyagent vers la confiance. Et aujourd'hui, le signal de confiance envoyé aux voyageurs internationaux n'est pas net. Le coût le plus important, à long terme, concerne le soft power. Cette expression est souvent galvaudée, alors rendons-la concrète. Le soft power représente le retour sur investissement d'une nation lorsque le monde la voit performer sur une scène globale et en garde une impression positive. Il ne se mesure pas directement en dollars, mais en facilitation des relations commerciales, en flux touristiques durables après les caméras, en étudiants étrangers qui choisissent les universités américaines, en entreprises étrangères qui ouvrent leurs sièges régionaux aux États-Unis, en alliés qui se sentent suffisamment confiants pour prendre des engagements à long terme.
L'Allemagne a tiré un retour de soft power immense de 2006. L'image de ce tournoi, ouvert, chaleureux, compétent, fier sans agressivité, a modifié la perception mondiale de l'Allemagne de façon que les analystes documentent encore aujourd'hui. C'est un retour réel, même s'il ne figure pas sur un bilan comptable. Les États-Unis disposèrent de la même opportunité en 2026. Et le soft power est particulièrement fragile. Il se renforce positivement quand tout se passe bien et il se détériore négativement quand les choses tournent mal en public. Le monde ne regarde pas les câbles diplomatiques. Le monde voit les images. Un joueur détenu à l'aéroport. Une équipe campée dans un pays voisin au lieu de s'entraîner sur le sol américain. Un photographe refoulé à la frontière. Ces images circulent rapidement, sans nuance. Revenons à l'échelle humaine car l'analyse géopolitique doit se rendre personnelle pour avoir du sens. Imaginez ce que signifie se qualifier pour une Coupe du Monde pour un joueur irakien qui a passé toute sa carrière dans un environnement footballistique marqué par le conflit et l'instabilité pendant 4 décennies. Il a grandi en regardant la dernière apparition de son pays en 1986 sur un enregistrement granuleux. Il s'est entraîné pendant des années pour ce tournoi précis et il atterrit à l'aéroport O'Hare. Il attend 7 heures sans savoir s'il pourra jouer. Ce n'est pas une abstraction de politique. C'est un être humain assis dans une salle d'interrogatoire d'aéroport pendant la semaine la plus importante de sa vie professionnelle. La question que je me pose et à laquelle les responsables de cette politique doivent en répondre est simple. Quel a été le retour stratégique de ces 7 heures? Qu'est-ce qui a été gagné? Parce que ce que nous avons perdu est très clair. La bonne volonté, la confiance, la crédibilité des États-Unis comme hôte qui respecte ses engagements et le capital immatériel cumulé d'être le pays que le monde veut visiter. Une fois ce capital dilapidé, il ne revient pas selon le calendrier que l'on choisirait. Quelles sont les options qui s'offrent à nous? J'ai étudié les scénarios, les précédents, et j'en vois 3. Aucun n'est simple, aucun n'est propre. Le choix qui se concrétisera révélera la nature du rôle mondial que les États-Unis souhaitent endosser. Premier chemin. La trajectoire actuelle se poursuit. Les restrictions restent en place. Les plaintes de la Fédération iranienne de football traversent les mécanismes formels de règlement de la FIFA. Le tournoi se déroule. Les matchs sont joués. Les buts sont marqués. En surface, tout semble aller. Mais en profondeur, quelque chose change durablement. Chaque nation qui soumissionnera une candidature pour les tournois futurs 2030, 2034 et au-delà effectuera un nouveau calcul. Un calcul qui n'existait pas avant cette semaine. Ce calcul s'articule ainsi. Si les États-Unis peuvent appliquer sélectivement leurs obligations d'accueil en fonction de leurs préférences géopolitiques actuelles, alors l'accord d'accueil vaut moins que nous le pensions. C'est un dommage lent, mais le dommage reste un dommage. Deuxième chemin. La FIFA agit. Pas publiquement, pas lors d'une conférence de presse, mais via les mécanismes formels prévus dans l'accord d'accueil. En coulisses, les autorités américaines se voient offrir un choix clair, ajuster l'application de ces restrictions pour le personnel accrédité de la Coupe du Monde ou faire face à des procédures de différents publics. Cela n'était jamais arrivé à un pays hôte à cette échelle. Si cela se produit, cela ne génère pas seulement des gros titres, mais soulève une question constitutionnelle. Quel est le rang hiérarchique entre les accords sportifs internationaux et l'autorité nationale d'immigration? Aucun tribunal n'a encore tranché cette question. L'incertitude même remodellera la rédaction de chaque futur accord d'accueil, pas seulement pour la FIFA, mais aussi pour les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby et tout grand événement international à venir. Troisième chemin. Résolution discrète. Des canaux diplomatiques en arrière-plan produisent un cadre fonctionnel. Des exceptions sont accordées. L'attention publique se désamorce. Le tournoi se poursuit avec peu d'incidents supplémentaires. Mais ce chemin ne corrige pas les images déjà diffusées, les déclarations déjà consignées, l'accusation formelle de l'ambassade iranienne déjà publiée par de multiples médias. Un règlement discret n'efface pas une blessure visible. Il arrête simplement le saignement. 3 trajectoires, 3 issues mais très différentes. Celle qui se dessine actuellement est encore en cours de détermination, dans les salles de négociation, dans les bureaux juridiques de la FIFA, dans les décisions du département d'État et de la Maison-Blanche. L'histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Et dès que la FIFA fera un mouvement formel, ce qui, à mon avis, arrivera, le cadre se redéfinira à nouveau. Quel chemin pensez-vous que nous empruntons ? Votre réponse révèle votre vision du rôle actuel du pouvoir américain dans le monde. Je veux vraiment connaître votre avis, car la meilleure analyse dans ce domaine n'est jamais le résultat d'une seule voix. C'est une conversation. Ce n'est pas une histoire de sport, hein. Ça ne l'a jamais été. C'était toujours quelque chose de bien plus vaste qu'un ballon et un filet.